Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à vous parler ce soir. Et puis merci aussi à vous d'être venus m'écouter. Alors la chimie, qu'est-ce que c'est ? Il y a une définition assez simple qui a été donnée par la Société chimique américaine, dont le pendant ici est la Société chimique de France. La chimie, c'est une science de la nature qui va étudier la matière et ses transformations. Alors cette science de transformation, elle est au cœur de toutes nos sociétés modernes. En effet, vous allez trouver des produits chimiques dans les textiles, des colorants. On va également trouver des produits dans tout ce qui est cosmétique, produits de soins, détergents. Également, évidemment, dans les médicaments, mais également dans l'habitat, dans l'automobile, j'en passe, et puis dans les téléphones portables dont on a du mal à se passer de nos jours. Alors tous ces produits ont fait que l'espérance de vie au XXe siècle a été augmentée d'environ 60%, et ça a aussi participé au fait qu'on ait une augmentation de la population qui est passée de 1,6 à 6 milliards d'individus au XXe siècle. On a atteint les 7 milliards en 2011. Alors avant de vous expliquer comment la chimie va s'intégrer dans le développement durable et nous projeter en 2037, je vais vous faire un petit peu l'historique pour vous expliquer comment on en est arrivé là. Alors, comme toute industrie de transformation, la chimie a des flux entrants. Ces flux entrants, ça va être les matières premières et l'énergie. Et puis, on va avoir évidemment flux sortants, les produits ou le produit qu'on souhaite faire. Mais de façon concomitante, on va aussi avoir des émissions et puis des déchets. Dans l'industrie chimique, on va quantifier ça. On quantifie ça en mesurant le rapport de la masse des déchets sur la masse des produits. Et vous voyez qu'en fonction du type d'industrie, on va avoir ce rapport qui va être de plus en plus élevé. Pourquoi ? Parce qu'on va fabriquer des produits de plus en plus complexes qui vont demander de plus en plus d'étapes. Alors cette mesure de la masse de déchets sur la masse de produits, c'est ce qu'on appelle le facteur environnemental en chimie. Et on le doit à un monsieur qui s'appelle Sheldon, professeur à l'université de Delft aux Pays-Bas, et il a proposé cet outil de mesure en 1992. En fait, cet outil de mesure arrive exactement 30 ans après ce qu'on considère comme étant le début de la prise de conscience de l'impact des activités humaines sur l'environnement. On reconnaît à peu près tous que c'est dû à un livre qui a été publié par Rachel Carlson, qui était zoologiste et biologiste américaine, qui a mis en évidence les problèmes liés à certains pesticides, notamment le DDT, sur les oiseaux. C'est pour ça que les oiseaux mouraient, c'est pour ça que son livre s'intitule « Printemps silencieux ». Donc à partir de là, il y a eu toute une politique qui s'est développée, qui était une politique de remédiation environnementale. Donc, qu'est-ce qu'on a cherché à faire ? On a dit, OK, on crée de la pollution, les activités humaines créent de la pollution. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? Eh bien, on va pallier à cette pollution, on va remédier. Donc, ça va assez vite. En 1969, adoption de la loi nationale sur l'environnement aux États-Unis. En 1970, le président Nixon crée l'Agence de protection de l'environnement, toujours aux États-Unis, évidemment. 1972, sommet des Nations Unies sur l'homme et l'environnement à Stockholm. 1987, là c'est mondial. On a la Commission mondiale sur l'environnement et le développement qu'on a appelée la Commission Brundtland. Pourquoi ? Parce qu'on a, ça vient du nom de Madame Brundtland qui a présidé cette commission et qui a rédigé le rapport qui s'intitule Notre avenir à tous, dit rapport Brundtland. Et c'est la première fois qu'on trouve la définition du développement durable. Qu'est-ce que c'est que ce développement durable ? C'est la capacité des générations présentes à satisfaire leurs besoins sans compromettre les besoins des générations futures. Alors ça, c'est assez important parce que ça définit un mode de vie dans une société. D'après cette définition, si on fait tout bien, une société devrait être socialement équitable, écologiquement durable, économiquement viable. C'est ce qu'on appelle la règle des 3 E. En anglais, c'est la règle des 3 P. People, Planet, Profit. Vaste programme, mais si on veut mettre ça en place, on ne peut pas se contenter de faire que de la remédiation environnementale. Il va falloir prendre un virage, et ce virage va aller vers la prévention de la pollution.
Et ça s'inscrit à partir de 1990 avec l'adoption de la loi de prévention de la pollution, toujours aux États-Unis. Et dès l'année après, la chimie s'en mêle et définit une nouvelle façon de faire de la chimie qu'on va appeler la chimie verte. Alors la chimie verte, ce n'est pas que la chimie du renouvelable, dont je vous parlerai après, c'est en fait l'ensemble des principes et des techniques pour réduire ou éliminer l'usage ou la formation de substances dangereuses et ou toxiques dans, au départ, la conception, dans la production et dans l'utilisation des produits chimiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait général. L'histoire continue. En 1993, toujours le monde des chimistes, mais cette fois-ci européen, va rédiger un rapport qui s'intitule « Chimie pour un monde propre ». En 1994, l'Europe crée sa propre agence pour l'environnement. En 1998, 2 chercheurs américains vont décliner 12 principes de la chimie verte, que je vais vous exposer tout à l'heure. En 1999, le premier journal scientifique dédié à cette nouvelle chimie paraît. Nous sommes ici, aujourd'hui en 2017, et je vais vous dire où nous en sommes et essayer de vous dire où on va aller. Alors, je vous ai parlé des 12 principes de la chimie verte. On les doit à Paul Anastas et John Warner, 2 chercheurs américains qui ont trouvé que cette définition était relativement vague et nous ont donné 12 principes qu'on doit suivre pour s'inscrire dans cette chimie qui se veut être l'outil du chimiste pour faire du développement durable. Alors, le premier principe, c'est un principe, comme je vous disais, on change de paradigme. On va vers de la prévention. On va, au lieu de pallier à la présence de déchets, on va éviter de fabriquer des déchets. On va faire de l'économie d'atomes, je vais vous expliquer ça après, des synthèses chimiques moins nocives, concevoir des produits chimiques plus sûrs, réduire les solvants et auxiliaires, je vais vous en parler aussi, améliorer le rendement énergétique, utiliser des matières premières renouvelables, réduire la quantité de produits dérivés, utiliser des catalyseurs plutôt que des réactifs stoichiométriques, concevoir des produits dégradables, analyser en temps réel pour éviter la pollution et minimiser les risques d'accident. Ce n'est pas parce que c'est le dernier des principes que c'est le moindre. Donc il faut qu'on fasse tout ça. Ce n'est pas toujours facile. Alors cette chimie qu'on appelle chimie verte et que je préfère traduire en français par chimie éco-compatible, en fait, c'est la conception de produits et de procédés chimiques en vue de réduire les besoins en matières premières non renouvelables, en vue de minimiser la production de rejets et de déchets, d'éliminer l'utilisation ou la synthèse de substances dangereuses et de minimiser la dépense énergétique. Donc, je vais essayer de vous illustrer ce qu'on fait aujourd'hui dans ce domaine-là. Matières premières. Alors vous le savez, notre économie est basée sur l'utilisation d'un tas de matières premières, énergétiques, métalliques, minérales, chimiques, mais ces matières premières, on a un stock fini, elles sont non renouvelables. Heureusement, Mère Nature nous donne des matières premières renouvelables, qu'elles soient végétales ou animales. Et ces matières premières renouvelables font partie de ce qu'on appelle la biomasse, dont la définition a été validée par la communauté européenne dans une directive, où on dit que c'est la fraction biodégradable des produits, des déchets, des résidus d'origine biologique qui proviennent de l'agriculture, de la sylviculture, des industries connexes, et aussi la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux. Ça veut dire qu'on va faire nos poubelles pour avoir des nouvelles ressources. Comment on peut faire? Alors, quels sont d'abord ce type de déchets? Bien, vous savez que quand on achète des crevettes, on achète souvent les crevettes décortiquées, il nous reste l'exosquelette. L'exosquelette, il contient des molécules, dont une molécule très importante qui est la chitine, qui a plusieurs applications. Quand on fait, par exemple, aussi soit du biodiesel, soit des savons à partir d'huiles qui contiennent des triglycérides, on a un sous-produit en quantité importante qui est du glycérol. Quand on fait aussi du papier, on va partir du bois. La molécule qui sert à faire du papier, c'est la cellulose, et il reste en grande quantité un polymère qu'on appelle la lignine. Et tout ça, ça nous donne des réserves pour faire des produits chimiques. Donc finalement, ce que je viens de vous montrer, on pourrait se dire, finalement, je pars soit du pétrole,
soit de matières premières végétales, ou mieux, des résidus agricoles, et puis je vais faire le produit dont j'ai besoin. Alors, ce n'est pas aussi simple. Pourquoi ? Parce qu'on ne part pas de la même chose. Donc, je vais vous montrer l'exemple de l'acide adipique. Si même vous n'êtes pas chimiste et que cette formule ne vous dit absolument rien, il suffit de voir que cette molécule, elle est constituée de 6 atomes de carbone, de 10 atomes d'hydrogène et de 4 atomes d'oxygène. Donc, il va falloir que je fabrique ça. Ce produit, même si vous ne le connaissez pas, vous l'avez rencontré. Pourquoi ? Parce que c'est le précurseur du nylon 6,6 qui est utilisé dans l'automobile, les produits électriques, l'habillement, etc. On en a tous sur nous. Comment je fais à partir du pétrole ? Le produit qu'on va isoler à partir du pétrole, c'est un produit peu sympathique, c'est le benzène qui contient 6 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène. Et vous voyez que sans faire de la chimie, simplement en faisant des mathématiques, il suffit que j'ajoute 4 atomes d'hydrogène et 4 atomes d'oxygène et j'ai fait l'acide adipique. Sauf qu'on ne sait pas faire ça. Alors, comme on ne sait pas faire ça, en chimie, on passe par des intermédiaires. On fait des synthèses qu'on appelle multi-étapes. Première étape, je vais commencer par ajouter des atomes d'hydrogène. On le fait en utilisant de l'hydrogène sous pression avec des catalyseurs. On va ensuite ajouter un atome d'oxygène, enlever 2 atomes d'hydrogène. On le fait avec de l'oxygène qu'on respire. Et puis ensuite, je vais terminer en ajoutant 3 atomes d'oxygène. Ça se fait avec l'acide nitrique, c'est un oxydant. Est-ce que je peux faire exactement pareil à partir des résidus de la biomasse ? Non. Pourquoi ? Parce que le syntone de départ que je vais utiliser ici, c'est un sucre qu'on appelle aussi hydrate de carbone, une molécule qui est très oxygénée. Vous voyez qu'elle contient 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène, 6 atomes d'oxygène. Donc, à partir de là, si je veux faire le même produit, le jeu va consister à enlever de l'oxygène. Alors que là, le jeu a consisté à mettre de l'oxygène, puisque je suis parti d'un hydrocarbure, comme son nom l'indique, hydrogène et carbone uniquement. Donc, ça ne va pas être la même chimie. Et pareil, on ne sait pas faire ça directement. On passe par un intermédiaire. On fait tout d'abord l'ajout de 2 atomes d'oxygène alors que je dois en enlever. Vous voyez comme ce n'est pas complètement linéaire. On fait une réaction d'oxydation. Et puis ensuite, je vais enlever de l'oxygène par une réaction de réduction. Et on a fait exactement le même produit. Donc ça a été une synthèse qui a été développée par une société qui s'appelle Renovia. Donc finalement, je vois que je peux partir du pétrole avec un procédé chimique, je vais faire un produit qui va avoir une certaine application. Et ça, je peux aussi développer un nouveau procédé chimique en partant des résidus pour faire le même produit. Ça, c'est ce qu'on appelle l'approche structurale. Je veux faire la même structure chimique. Et je me débrouille avec la chimie pour faire les réactions qui vont bien. Cette approche, on l'a longtemps développée, mais maintenant, on est un petit peu en train de changer. Pourquoi ? Au lieu de s'intéresser au produit, on va s'intéresser finalement à la fonction que va avoir ce produit. Et on va se dire, finalement, dans la biomasse, est-ce que je n'ai pas des produits qui vont pouvoir, avec peu de transformation, remplir la même fonction ? C'est ce qu'on appelle l'approche fonctionnelle. Alors évidemment, il va falloir que je développe un autre procédé chimique et que je fasse un autre produit. Je vous donne un exemple. La bouteille d'eau que j'ai ici sur cette table, elle est faite à partir du pétrole en polyéthylène terephthalate. En français, polyterephthalate d'éthylène. Et on peut faire des bouteilles d'eau avec des produits qui viennent de la biomasse, mais cette fois-ci, ça sera avec l'acide polylactique. Mais le produit, la fonction faite par ce produit sera la même. Le produit de départ ne sera pas le même. Donc, vous voyez, c'est une autre approche qui est plus intéressante et qui ouvre vraiment des perspectives tout à fait originales pour le chimiste. Donc, réduire les besoins en matières premières non renouvelables, je vous ai montré un exemple. On sait faire, on ne sait pas tout faire, on est loin de savoir tout faire, il y a encore beaucoup de travaux à faire dans ce sens-là, mais il y a des pistes et plusieurs approches possibles. Comment on fait maintenant pour réduire
les déchets. Je vous ai dit prévention des déchets, c'était le premier principe. Comment je fais pour réduire ça? Alors, je vais vous parler de l'économie d'atomes. C'était le deuxième des principes de la chimie verte. Pour faire l'économie d'atomes, je vais faire pareil, je vais continuer à faire des mathématiques. Je vais prendre ma balance et je vais peser tout ce que je mets en flux d'entrée. Je prends le benzène. Le benzène, il pèse 78,11 grammes pour une mole. J'utilise quoi? J'utilise 3 atomes d'hydrogène. Les atomes d'hydrogène, c'est 3 fois 2,02. J'utilise de l'oxygène, je le mets dans ma balance aussi. J'utilise ici HNO3, je le mets dans ma balance ici, et j'obtiens une masse totale de 242,18 grammes pour une mole de produit transformé. Maintenant, il est sûr que pour équilibrer ma balance, puisque rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, je vais devoir avoir exactement la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, j'ai quoi? J'ai l'acide adipique qui pèse 146,14, je le mets dans ma balance, et vous voyez que je suis loin du compte. Je suis loin du compte parce que j'ai fait ce qu'on ne doit pas faire. Je n'ai pas équilibré mes réactions chimiques. Donc je vais les équilibrer. Dans cette transformation, je fabrique aussi de l'eau. Donc l'eau, je la mets comme sous-produit dans ma balance, je rajoute à ma somme. Je mets aussi de l'eau oxygénée dans cette étape-là, dans la balance, et puis vous voyez que l'azote que j'ai mis là, cet atome N, ici, je ne le retrouve pas dans mon produit final. Je le retrouve comme sous-produit, sous forme d'oxyde de diazote. Et lui aussi, je vais le mettre dans la balance. Et là, j'arrive à avoir un système qui est équilibré. Mais en fait, dans toute cette masse-là, qu'est-ce qui me sert? Il me sert seulement 146,14 grammes. Donc si je fais le rapport en pourcentage de ce que j'ai, je mesure ce qu'on appelle l'économie d'atomes, c'est-à-dire le pourcentage théorique d'incorporation en masse des atomes, des substrats et des réactifs dans le produit final. Dans tout ce que j'ai mis dans ma balance, en flux d'entrée, dans cet exemple précis, j'ai 60,3% d'économie d'atomes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au minimum, je vais fabriquer 39,7% en masse de déchets. Je le sais avant de faire la réaction. C'est une valeur purement théorique. Pourquoi seulement en théorie? Parce qu'en fait, quand on fait de la chimie, ça c'est la chimie qu'on apprend aux étudiants, qu'on écrit dans les livres. Une réaction purement théorique. En vrai, il faut qu'on rajoute souvent des auxiliaires, ça peut être des acides, des bases, différentes choses. Et puis, on va aussi utiliser des solvants parce qu'on aime bien que tout ça soit soluble. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un ballon, un bicol, ici en l'occurrence. J'ai perdu un bout de mon montage, je vais le remettre. C'est le petit dessin que je vous ai fait là. Donc en vrai, c'est ça. On met les produits dedans. On a une ampoule de coulée. On fait couler un réactif dans un autre ici. On a ici un réfrigérant qui permet de piéger les émissions pour ne pas les envoyer dans l'atmosphère. Et une fois que la réaction est terminée, dans ce montage-là, on va faire un traitement du milieu réactionnel. On va souvent rajouter une phase aqueuse pour faire de la neutralisation, extraire. Donc ça, on va faire ça dans une ampoule qu'on appelle une ampoule à décanter. On a une phase aqueuse et puis une phase organique. Il se trouve que là, j'ai choisi une phase organique plus lourde que la phase aqueuse. On va décanter, récupérer la phase qui nous intéresse. Et puis, à la fin, comme j'ai des sous-produits, il va falloir que je fasse une purification. Les purifications, classiquement au laboratoire, on fait de la distillation, de la cristallisation ou de la chromatographie. On va utiliser ce qu'on appelle des gels de silice pour pouvoir séparer les produits en fonction de leur affinité pour ce gel de silice. Alors, si je continue à faire mes calculs, je vous ai dit, l'économie d'atomes, c'est quelque chose de très théorique. En vrai, je dois mesurer tout ce qui me sert là. Donc la masse totale utilisée dans le procédé sur la masse du produit. Je peux découper ça. Qu'est-ce qui me sert pour faire la réaction? Qu'est-ce qui me sert pour faire le traitement? Qu'est-ce qui me sert pour faire la purification? À titre d'exemple, quand on fait une chromatographie, on utilise de 300 à 1000 fois la masse qu'on a à purifier. Donc c'est quelque chose qui est très consommateur de matière. Évidemment, ça c'est relié au facteur environnemental que je vous présentais au début. C'est tout simplement MI, l'intensité de masse, moins 1. Donc ça me donne directement la masse de déchets. Alors,
Si je regarde maintenant où j'utilise cette masse et quelle est sa masse que je vais utiliser. Ça a été fait par des chimistes pharmaceutiques qui ont montré que statistiquement, dans l'industrie pharmaceutique, la masse qu'on utilisait pour faire un principe actif, c'est que 7% les substrats et les réactifs que je transforme. Donc la matière qui me sert vraiment à en faire une autre matière, c'est que 7% de la masse totale, pas beaucoup. Le reste, c'est quoi? C'est surtout des solvants qu'on va utiliser. Beaucoup. Et où on les utilise? À quelle étape on les utilise? Eh bien, on va les utiliser très peu pour faire la réaction, en effet. On va les utiliser surtout pour faire les purifications. Je vous disais tout à l'heure, une chromatographie de 300 à 1000 fois la masse à purifier. Quelque chose d'énorme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux minimiser la production de rejets et de déchets, il va falloir que je m'attaque à deux choses. Il va falloir que je m'attaque aux solvants et que je m'attaque aux purifications. Comment on fait? Alors, les solvants, on en utilise beaucoup. En France, on en utilise 17,5 kg par seconde. Donc depuis le début que je vous parle, il y en a déjà pas mal qui a été utilisé. Et ces 550 000 tonnes de solvants qui sont consommés chaque année, 21% sont des solvants pétroliers. Mais il n'y a pas que la chimie qui utilise des solvants. Les solvants, ils sont utilisés, je vous ai montré, par la chimie pour faire des solvants de réaction, des extractions, des purifications. Mais c'est également utilisé dans la métallurgie, par exemple pour dégraisser les pièces. C'est utilisé dans les cosmétiques comme dispersant, dans les peintures, les lacs et vernis. Quand vous faites de la peinture, vous sentez, sauf avec la peinture à l'eau, cette bonne odeur de solvant qui s'évapore. C'est énorme ce que c'est utilisé en peinture. Dans le nettoyage à sec, je vous montrerai un exemple tout à l'heure, et d'autres applications. Alors qu'il y a des alternatives qui font qu'on n'est plus obligé de prendre des solvants qui viennent du pétrole. On a des solvants, l'éthanol, le TOH, que tout le monde connaît, qu'on peut boire aussi. Pas en chimie. Il y a le 2-méthyl-THF, il y a d'autres solvants qui sont issus de la biomasse qu'on arrive à remplacer. Ça, c'est pour l'origine. Et puis, il y a aussi la dangerosité de ces composés, qui sont des composés organiques volatiles pour la plupart. Et là, il y a aussi beaucoup de chercheurs qui travaillent à trouver des alternatives moins dangereuses. Et là, j'ai pris un exemple qui a été publié dans le journal dédié à la chimie verte en 2014, où on trouve ce tableau, où on nous dit attention, ça c'est très dangereux, donc vous n'utilisez pas ça. Vous voyez, on retrouve le benzène dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y en a qui sont un peu moins dangereux, il y en a qui sont problématiques, il y en a qui peuvent être recommandés mais qui risquent d'être problématiques quand même. Et puis il y a ceux que vous allez utiliser, c'est l'eau, l'éthanol, l'isopropanol, le N-butanol, l'acétate d'éthyle, etc. Donc on a comme ça un petit guide qui va nous dire change de solvant. Ça ne se fait pas aussi facilement que je vous le dis. Il faut faire des études de solubilité, des études de solvatation des intermédiaires réactionnels pour pouvoir passer d'un solvant dangereux à un autre. Et puis, il y a tout un pan de la chimie qui se développe où on va faire de la chimie sans solvant, où on va essayer d'utiliser pas du tout de solvant et d'utiliser des techniques de mélange de poudre qui vont permettre quand même de faire des produits chimiques. Alors, purification. Je vous avais dit deux pans. Hein. Les solvants, grosse consommatrice, grosse masse dans la consommation de la matière, et puis également les purifications. Pourquoi je dois purifier? Je dois purifier, pourquoi? Parce que des fois, je n'ai pas une réaction qui se fait avec 100% de rendement. Quelquefois, il reste des substrats des réactifs dans le milieu réactionnel. Il va falloir que je sorte le produit de là. Et puis, en fonction des réactions qu'on choisit, on a aussi formation de sous-produits. C'est simple. J'ai qu'à inventer des réactions à 100% de rendement qui ne donnent pas de sous-produits. Alors, ce n'est pas si simple que ça non plus, mais souvent, on fait des choses qu'on n'a pas besoin de faire. Je vous montre ça. Très souvent, on a besoin de lier deux entités, comme ça, entre elles, par une liaison chimique, tout simplement parce que si, par exemple, j'ai une molécule B qui n'est pas du tout soluble dans un milieu biologique et que j'ai besoin de faire un médicament avec ça, ça ne va pas être possible. Donc, on va attacher à cette molécule une autre partie de molécule qui va rendre la molécule hydrosoluble. Peu importe la façon dont je fais la liaison, ce que je veux, c'est que ce soit lié et que l'ensemble soit hydrosoluble. D'autres exemples, je peux vouloir attacher un principe actif à un anticorps spécifique pour aller cibler
exactement dans l'organisme, là où je veux faire diriger le principe actif. Ça se fait beaucoup. Peu importe la liaison chimique, à partir du moment où elle est stable, je veux juste qu'il y ait une liaison chimique qui soit faite. Ça vous rappelle ce que je vous ai dit, l'approche fonctionnelle. Eh bien, il y a un monsieur qui a eu un prix Nobel en 2001, qui s'appelle Barry Sharpless, qui a inventé tout un panel de réactions qu'il appelle la chimie clic. Pourquoi? Parce que c'est clic et c'est fait. Ça marche avec 100% de rendement. C'est des réactions, il suffit d'avoir une petite fonction chimique de ce côté-là, une autre fonction chimique de ce côté-là, et là, ça va me faire une liaison qu'on appelle un triazole. Peu importe, j'ai attaché mes deux molécules ensemble. Il y a d'autres réactions, là je vous en montre une autre qui se fait avec de la lumière, et souvent, ça suffit. Donc ça, ce sont des réactions qui se développent énormément, et si vous regardez bien, 100% des atomes que j'ai mis ici, les 3 atomes d'azote ici et ces 2 atomes de carbone, sont incorporés dans le produit final. Là aussi, 100% des atomes sont incorporés dans le produit final. Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a une économie d'atomes de 100%. Pas de sous-produits, ça marche bien, ça marche dans tous les solvants. C'est des réactions qui sont formidables. On ne peut pas faire toute la chimie avec ça. Il y a beaucoup de chimie qu'on arrive à faire ça. Et là, on règle le problème des sous-produits. On fait une approche fonctionnelle. Alors, cette approche fonctionnelle, finalement, elle serait beaucoup plus facile si simplement en regardant la molécule, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, on pouvait un peu prédire les propriétés des molécules qu'on va fabriquer. Et ça, on peut le faire parce qu'on a des outils formidables de simulation et de modélisation. Ce sont des outils qui sont basés sur le calcul, soit en modélisation moléculaire, ça permet de comparer des propriétés physiques associées aux molécules chimiques. On peut, avec une formule, savoir quelle va être sa solubilité dans l'eau ou pas. Et puis, on va pouvoir analyser les interactions entre molécules. Et la simulation numérique, ça va être un outil qui va permettre de valider, de comprendre et de prédire des résultats d'expérience. Donc, vous voyez qu'on a des outils mathématiques associés à des calculateurs puissants qui vont permettre de prévoir des propriétés des molécules et matériaux grâce au calcul, et donc d'éviter de faire des expériences qui ne servent à rien, de mieux pouvoir comprendre et cibler les produits qu'on veut faire. Donc, ça, c'est la partie, je minimise la production de rejets et de déchets. On a des outils, on développe encore des outils pour pouvoir aller dans cette direction-là. Comment je vais faire maintenant pour éliminer l'utilisation ou la synthèse de substances dangereuses? Alors, je vais vous montrer un exemple où on peut, puis je vais vous montrer un exemple où on ne peut pas, et vous expliquer comment on fait. Alors, on a tous fait ça, surtout quand on a une chemise qui ne passe pas à la machine à laver. Donc, on va chez le teinturier, et ce qui est utilisé pour le détachant à sec, c'est le tétrachloroéthylène. Et le tétrachloroéthylène, c'est une molécule qui n'est pas très sympathique. On trouve ces pictogrammes-là, dangereux, et puis ici, le pictogramme poisson mort, qui veut dire toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Donc, si on pouvait supprimer cette molécule-là, substance dangereuse, remplacée par autre chose, ça serait quand même formidable. Ben, c'est fait. On a eu une législation qui a dit qu'au 1er mars 2013, on va installer les nouvelles machines de nettoyage à sec qui fonctionnent avec le tétrachloroéthylène. En 1er septembre 2014, on interdit d'utiliser une machine de nettoyage à sec au perchloroéthylène de plus de 15 ans. Et puis au 1er janvier 2022, ça sera fini. On arrête de faire ça. On peut dire on arrête de faire ça. Pourquoi? Parce que la chimie a créé des nouveaux solvants, des nouvelles substances qui vont permettre de remplacer le perchloroéthylène. Donc là aussi, il y a une recherche pour substituer les matières dangereuses à faire des nouvelles molécules qui vont quand même remplir la fonction qu'on veut attribuer à ces molécules. Et puis, il y a des cas où on ne peut pas. Alors, je sentais que les équations chimiques vous manquaient, donc je vous en refais une petite, où je vous montre ici qu'on fait une molécule qu'on appelle un tétrazole, parce qu'elle a 4 atomes ici d'azote.
Alors, pour faire cette molécule-là, j'ai utilisé une autre substance pas très sympathique, qui est l'azoture de sodium. L'azoture de sodium, c'est pareil, elle a tête de mort et poisson mort, donc toxique et dangereuse pour l'environnement. En fait, vous la connaissez, cette molécule. Cette molécule, vous connaissez même cette chimie-là. Pourquoi vous la connaissez? C'est la chimie qui se passe dans les airbags. Je vous ai dit tout à l'heure, on trouve de la chimie dans l'automobile. Donc, on a ça dans les airbags, et comment ça marche? En fait, on prend cette substance-là, qui est une substance solide, et avec une petite décharge électrique, il se produit cette suite de réactions qui, au bilan, à partir de 100 grammes d'azoture de sodium solide, va produire 55 litres de diazote. Vous voyez, on le voit ici et on le voit là. Donc ces 55 litres de diazote à partir de 100 grammes d'azoture de sodium, ça produit une expansion de volume. Alors ça, on est content dans les airbags parce qu'il y a justement l'airbag qui est prêt à accueillir tout ce volume et c'est fait pour ça. Sauf que quand on fait de la chimie dans un ballon, un récipient qui est fermé, bah forcément il va exploser. Donc pour nous, c'est beaucoup moins sympathique. Alors qu'est-ce que je peux faire? Puisque je dois éviter de faire des substances dangereuses, je peux me dire, j'arrête de faire cette chimie-là, on arrête. Sauf que c'est un petit peu embêtant parce que, par exemple, ce noyau-là, ce motif-là, vous voyez qu'on le retrouve dans cette molécule spécifique ici. Et cette molécule, malheureusement, peut-être que certains de vous la connaissent, c'est ce qu'on trouve dans le losartan qui est utilisé dans l'hypertension artérielle, pour le traitement de l'hypertension artérielle, des insuffisances cardiaques, et également des néphropathies. Donc ça serait embêtant de se dire j'arrête de faire ça, si on ne trouve pas autre chose tout de suite maintenant pour remplacer. Alors ce que je peux me dire, c'est que finalement, au lieu de faire ça dans un gros ballon, je vais limiter le risque, je vais faire ça dans un petit ballon. Sauf que là, j'ai un problème de productivité. Alors, je ne peux pas dire je soigne seulement certaines personnes, ça ne serait pas très respectueux des uns et des autres. Donc, comment je peux m'en sortir avec ça? Je ne peux pas m'empêcher de faire cette réaction-là, j'en ai besoin, vraiment. Bien, dans ce cas-là, on va utiliser quelque chose d'autre. On va utiliser un tout petit réacteur qui va avoir une forme différente et je vais faire en continu passer dedans le mélange réactionnel qui est dangereux. Et je vais utiliser, pour faire ça, un système automatisé où les matières premières sont acheminées dans le réacteur grâce à des pompes et je vais récupérer le produit, mais mon réacteur va être dans une enceinte très confinée et à la fois, tout le temps, j'aurai un très très petit volume réactionnel. Alors ça, c'est ça. Donc vous voyez, c'est un petit tube, c'est des petits tubes qui sont enroulés ici dans une espèce de truc pour faire tourner les hamsters. C'est un très petit volume, on met ça dans un appareil, dans une enceinte, c'est parfaitement sécuritaire. Alors, quand on a besoin d'utiliser des substances dangereuses, eh bien finalement, si on ne peut pas renoncer, on a développé des nouveaux outils mécaniques, physiques, qui vont permettre de limiter au maximum les risques. Donc, on voit que quelquefois, on peut éliminer l'utilisation de la synthèse de substances dangereuses, mais si on ne peut pas s'en passer, on invente des nouvelles choses qui permettent quand même de le faire en faisant attention quand même à la sécurité. Minimiser la dépense énergétique. Là aussi, c'est un problème. Pourquoi j'ai besoin d'énergie en chimie? J'ai besoin d'énergie principalement pour faire deux choses. La première chose, c'est chauffer, comme quand on fait de la cuisine à la maison. La deuxième chose, souvent, et ce qui demande plus d'énergie, c'est refroidir. Alors, quand on est dans un laboratoire classique, comment on fait? On utilise ici le même montage que ce que je vous ai montré. On trempe ce montage-là dans un bain d'huile qui lui-même est chauffé par une plaque électrique. Et le transfert de chaleur, il se fait comme quand je mets ma casserole sur ma plaque électrique à la maison. La chaleur passe de la plaque électrique à ma casserole et de ma casserole à ma purée de carottes. Exactement la même chose. Donc on voit que le transfert de chaleur, il se fait par la surface qui est soumise à la source de chaleur. Refroidir, c'est pareil. Là, je trempe dans un bain de glace et l'échange de chaleur, il se fait à travers la surface. Donc on voit que le transfert de chaleur, il va se faire
en fonction du rapport surface sur volume. Alors je prends un petit ballon de 10 millilitres, c'est ça, en taille, vous voyez, c'est pas très grand. Et ce petit ballon de 10 millilitres, il a un rayon de 1,33 cm, donc j'ai pris ma machine à calculer, j'ai calculé la surface d'échange, c'est 22 cm². Donc j'ai 22 cm² qui va me permettre de donner de la chaleur ou de dissiper de la chaleur. Mais je peux faire autrement. Au lieu de mettre les 10 millilitres dans ce ballon, ben c'est exactement ce que j'ai ici. Je l'ai mis dans un tube qui fait 1 mm de diamètre. J'ai enroulé ce tube-là parce qu'il fait 12,7 mètres de long. Donc il est enroulé là. Et cette fois-ci, je vais avoir une surface d'échange de 400 cm². Donc vous voyez qu'on a là fabriqué un outil qui va permettre d'optimiser le rapport surface sur volume. Dans ce petit réacteur qui est sur la table ici, vous avez un réacteur serpentin de 10 millilitres avec une surface d'échange de 40 cm² par millilitre, alors que dans le ballon qui est à côté, j'ai une surface d'échange de 2,2 cm² par millilitre. Donc là aussi, on développe des nouveaux outils qui permettent d'optimiser les échanges de chaleur et donc l'utilisation de l'énergie. Alors ça, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que si je compare au procédé traditionnel, dans un procédé traditionnel, le volume, c'est-à-dire l'échelle, va être gouvernée par le volume du réacteur. C'est ça qui va me dire combien de matière je vais pouvoir transformer. Au laboratoire, classiquement, on utilise des ballons qui sont encore plus petits que celui-là, qui peuvent faire 5 millilitres, et puis aller jusqu'à des plus gros qui font 2 litres. Classiquement, avec une échelle qui peut monter. Et puis, si le produit est intéressant, que l'industrie veut s'en emparer, essayer de passer au stade pilote, on va utiliser des réacteurs qui sont cette fois-ci beaucoup plus grands, qui font entre 15 et 250 litres. Et puis, si vraiment c'est intéressant et puis qu'on passe à la production, là, vous allez avoir des réacteurs. Là, je vous en ai montré un très grand avec un opérateur à l'intérieur qui est en train de le nettoyer pour que vous vous rendiez compte de l'échelle. Ça va de 100 à 21 millilitres en moyenne. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, faire une réaction, avoir un milieu réactionnel potentiellement explosif ou dangereux dans une cuve de cette taille-là, on réfléchit quand même. Hein. Il y a eu des accidents liés à ça. Alors, si maintenant je fais ma translation, dont je vous ai parlé, que mon échelle, c'est plus le volume, et que l'échelle, c'est le temps, on règle ce problème-là. Je peux même faire quelque chose d'autre, c'est que, au lieu d'avoir un seul réacteur comme ça, eh bien je vais en mettre un nombre n, et l'échelle va devenir le temps multiplié par le nombre. Et ça ne sera plus le volume. Je peux rester sur un tout petit volume, bien maîtriser ce que je fais sur ce petit volume, mais je vais laisser aussi longtemps que ma production le nécessite. C'est ce qu'on appelle l'intensification des procédés. Donc l'intensification des procédés, globalement, faire plus avec moins. C'est l'idée. Donc en recherche, eh bien, on a un réacteur, micro-réacteur ou milli-réacteur qui est optimisé. On optimise la chimie dedans. Il y a l'utilisation de ces réacteurs en flux continu. Il n'y a pas d'étape de développement. Pourquoi? Parce que je vais passer directement au stade industriel en faisant quoi? Eh bien, je vais faire ce qu'on appelle du numbering up. Je vais augmenter le nombre, tout simplement, et on va mettre des réacteurs identiques en parallèle pour assurer la production. Encore une fois, chacun de ces réacteurs est très finement contrôlé. Alors, 2017, on est là. Encore là. Ça, c'est un laboratoire classique. Hein. J'ai pris une photo dans le laboratoire où on a un évaporateur rotatif. On a ici, vous voyez, une plaque chauffante. Là, on ne chauffe pas, on agite seulement. Un ballon sous une atmosphère inerte. Une colonne qui sert à faire des chromatographies, des éprouvettes, etc. De la verrerie tout à fait traditionnelle. Et si on allait vers là en 2037? Alors, en utilisant des systèmes automatisés,
en faisant des systèmes d'analyse en ligne. Je vous ai dit que c'était quelque chose qui était important pour prévenir les accidents, en utilisant des réacteurs de faible volume pour une meilleure sécurité et une meilleure utilisation de l'énergie, en utilisant des nouvelles réactions économes en atomes, avec des traitements et des purifications tout à fait facilitées. On utiliserait des matières premières et des solvants issus de la biomasse. Les produits seraient conçus pour leur fonction en intégrant leur devenir post-utilisation. Et tout ça, on pourrait l'insérer directement, comme je vous l'ai montré, puisqu'il n'y a pas d'étape de développement, dans l'usine du futur, qui serait alimentée par quoi? Eh bien, par les sous-produits d'une usine agroalimentaire, installée à proximité des cultures. Cette usine qui fournirait aussi les villes, et puis cette usine qui pourrait être fournie en énergie par des sources renouvelables. J'ai mis les éoliennes, j'ai mis le soleil, ça pourrait être autre chose, pour faire des composés chimiques pour le bâtiment, la santé, l'agriculture, l'habillement, l'automobile, et aller directement fournir les villes. Alors, j'ai mis 2037, en fait, on y est déjà presque. C'est ce qu'on appelle les bioraffineries, qui sont conçues vraiment sur ce modèle d'économie circulaire, qui vont ramener de l'activité sur les territoires. Alors j'arrête avec la chimie. Je vais profiter quand même d'être là pour souhaiter un bon anniversaire au Palais de la Découverte, puisqu'on fête ici les 80 ans, et puis remercier toutes ces équipes qui se donnent beaucoup de mal pour faire le lien entre ce qu'on fait dans nos labos de recherche et puis les citoyens. Merci. Merci beaucoup pour cette conférence. Si vous avez des questions pour Madame Sherman dans la salle. Pas de questions? Ah, au fond. En premier lieu, merci beaucoup, vraiment, pour cette conférence. Alors, vous nous avez donc présenté ces 4 systèmes. À quelle hauteur sont-ils utilisés aujourd'hui? À quelle proportion dans les systèmes en fait, opérationnels? Alors, les systèmes dans les laboratoires... Alors la science, elle avance lentement, comme partout, il y a une espèce de système de résistance au progrès. Même si on est chercheur, on aime bien faire ce qu'on sait faire, ce qu'on maîtrise totalement. Mais ces systèmes de mésofluidiques ou microfluidiques se développent vraiment beaucoup. Et c'est déjà utilisé, dans certains cas, de façon industrielle. Donc on est vraiment dans cette période transitoire. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus utilisé que d'autres. Mais on y est, quoi. On est en train, mais c'est une période où on fait encore de la chimie traditionnelle en même temps qu'on commence à inventer des nouveaux systèmes. Le développement, il est permis aussi parce que le chimiste ne travaille pas tout seul. Il travaille en lien avec des gens qui conçoivent des machines, qui conçoivent des pompes, qui conçoivent... Voilà, c'est quelque chose qui devient vraiment transversal. Bonjour. J'ai été frappé par la réaction clique là, qui a donné lieu à un prix Nobel. Et dans la recherche actuellement, là, en fait, apparemment, c'est peut-être un peu un hasard donc, qui a fait qu'il a découvert cette réaction, qui a donné un résultat tout à fait extraordinaire, puisqu'il y a eu un prix Nobel. Est-ce que la recherche, c'est plutôt de partir, par hasard, de faire une grande découverte, ou alors d'avoir un objectif sur lequel on travaille pour arriver à l'obtenir grâce à la chimie? Alors, Sharpless, il n'a pas eu son prix Nobel pour cette réaction vraiment là. Il l'a eu, en général, on a un prix Nobel pour l'ensemble de la carrière, parce que c'est reconnu relativement tard, après que la découverte soit venue. En fait, quand on fait les découvertes majeures, elles sont faites, j'allais dire presque le hasard. On va dans une direction, et le plus intéressant, c'est qu'on observe quelque chose qu'on n'a pas prévu. Et quand on observe quelque chose qu'on n'a pas prévu, si on a l'esprit assez ouvert, on se dit mais ça j'y crois pas au début. Et puis on va fouiller ces choses-là en se disant mais c'est un peu bizarre ce truc que j'observe, et on va aller dans cette direction-là.
Donc on ne se dit pas un matin, je me lève et je vais faire la découverte qui va me donner le prix Nobel. Ça, non. En général, on va vers une direction, on travaille, on se dit, bon, mon objectif, c'est de faire des nouveaux catalyseurs, mon objectif, c'est de transformer la biomasse, etc. Mais souvent, ce qu'on trouve, ce n'est pas exactement ce qu'on cherche. C'est pour ça qu'il faut avoir vraiment une culture assez ouverte pour se dire, j'arrive à observer, et les choses les plus intéressantes, souvent, c'est ce qu'on n'a pas prévu. Donc, sur votre schéma 2037, là, est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment se passer du pétrole pour vivre, en partant de l'agroalimentaire et d'alimenter aussi bien les villes, en absolument tout comme vous avez créé sur votre schéma? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais ça vous semble possible? Alors, ça semble possible parce qu'on va aussi utiliser d'autres ressources. Il va falloir aller chercher d'autres ressources qui sont... Alors, il y a des choses qu'on n'arrive pas à remplacer. Là, je vous ai donné les exemples, j'ai un peu triché. Je vous ai donné mon domaine qui est la chimie organique, donc la chimie des molécules qui contiennent du carbone. Maintenant, il y a des éléments comme l'indium, l'iridium, enfin tout ce qui est métaux, que je vous ai montré dans les téléphones portables. Ça, il n'y a pas de solution de substitution. Donc là, il va falloir travailler sur... Alors, c'est pas le pétrole, parce que le pétrole, c'est la chimie du carbone. Il y a de l'espoir, mais moi, je ne pense pas que je le verrai, qu'on arrive à substituer. Maintenant, pour tout ce qui est ressources vraiment métalliques, on ne peut pas substituer. Pour l'instant, on n'est pas... Et je ne vois pas, j'imagine pas comment. Par contre, ce qui se met beaucoup en place, c'est faire... Comme on fait du tri sélectif, c'est qu'on démonte, on recycle les téléphones, on les rapporte, et puis les gens vont récupérer à l'intérieur les métaux pour les réutiliser. On peut aussi quelquefois utiliser des métaux qui sont plus abondants, peut-être un peu moins efficaces pour ce qu'on va en faire, comme par exemple je pense aux batteries au lithium, parce que le lithium diminue, on va substituer par un autre métal, peut-être moins efficace, mais plus abondant. Donc on n'arrivera pas à tout remplacer par la biomasse. Il y a des choses, c'est impossible. D'autres observations, monsieur ? Je voudrais vous demander, est-ce qu'il y a des pays qui sont plus en avance sur cette chimie du futur que d'autres? Oui. Alors, après, ça dépend aussi du nombre qu'on est. Si je compare, par exemple, les États-Unis sont très en avance. Sur cette chimie, je vous ai montré des systèmes microfluidiques, c'est pas les États-Unis, c'est en Angleterre, où il y a beaucoup de développements qui se font là-dedans. Et évidemment, on ne peut pas comparer les États-Unis avec la France, parce que le nombre de chercheurs, le nombre d'universités, voilà, il faudrait le ramener à un nombre. Après, ça dépend aussi des orientations. Vous savez que la recherche en France, on est financé maintenant, même dans le milieu académique, sur projet. Donc c'est aussi des décisions politiques. On va favoriser une recherche plutôt qu'une autre recherche. Donc il y a des secteurs qui sont très en avance aussi historiquement parce qu'il y a eu toute une histoire. Par exemple, sur la catalyse en France, on est très en avance parce qu'il y a eu des prix Nobel, parce qu'il y a eu des gens qui se sont investis là-dedans. Donc voilà, ça dépend un petit peu. Mais il y a des pays qui sont oui, plus en avance que la France. Mais on n'est pas mauvais quand même. Est-ce qu'on peut mesurer l'adoption de ces nouvelles pratiques sur le réchauffement climatique ? Alors, sur le réchauffement climatique, ça, j'ai pas vraiment de chiffres, je ne sais pas si ça a été fait, mais par contre, on mesure que, par exemple, le taux de particules dans l'air a été diminué, bien que, vous avez entendu encore les mois derniers, qu'il y a beaucoup de particules, notamment à Paris, mais c'est moyennement, enfin, très faiblement lié à la chimie, c'est surtout dû au chauffage urbain, ces choses-là. La chimie mesure maintenant son empreinte environnementale et ça a été fortement réduit. Le taux de composés organiques volatiles rejetés par les industries chimiques, là c'est pareil, ça a été fortement réduit. Donc tout ça, en plus il y a eu des mesures comme les réglementations REACH, etc., qui font qu'on ne peut plus utiliser, beaucoup de substances ne peuvent plus être utilisées comme ça. Donc ça, c'est mesuré et effectivement, il y a une amélioration de ce que rejette la chimie.
Sur le réchauffement climatique, il y a beaucoup trop de paramètres parce qu'on ne peut pas faire la part de ce qui est dû à la chimie, de ce qui est dû au transport, de ce qui est dû à l'habitat et à l'agriculture et à l'élevage intensif, qui sont aussi des gros pourvoyeurs, je dirais, de polluants. Merci. Tu as parlé de la biomasse comme matière première pour la chimie organique. Comment tu vois l'utilisation du CO2 et la réduction du CO2 pour obtenir la matière première pour la chimie organique? Alors, l'utilisation du CO2, donc c'est un gros problème. Alors, je ne connais pas bien cette chimie de réduction du CO2 et de l'utilisation du CO2 comme carbone. Il me semble que ça demande quand même une grosse dépense énergétique, mais qu'on va réussir à faire des catalyseurs de plus en plus performants pour faire ça. Le CO2, une des grandes utilisations qui se fait déjà au niveau agroalimentaire, c'est l'utilisation du CO2 supercritique. Par exemple, c'est utilisé pour décaféiner le café à la place du chloroforme ou du dichlorométhane qui est assez terrifiant. Là, je suis passée vite, mais ça va être utilisé maintenant pour le nettoyage à sec, enfin le CO2 liquide, et c'est aussi utilisé comme solvant dans l'industrie chimique. Donc le CO2, je pense que ça va devenir vraiment une matière première, peut-être pas autant pour la transformation chimique, parce que c'est quand même qu'un carbone, mais comme solvant, là, je pense que ça va se développer énormément. Après, c'est un investissement aussi énorme en installation. Donc ça, c'est une problématique. Mais il y a des industries, j'ai visité des laboratoires où ils font des séparations en CO2 supercritique. C'est extraordinaire parce qu'on gagne un temps fou. Et puis, ils ont des installations qui permettent de recycler ça. Donc, oui, c'est un solvant d'avenir. Remarques? Non. Alors sinon, moi j'ai une question. Cette nouvelle chimie, est-ce que c'est une chimie qui est économique financièrement? Alors, le prix des choses dépend du nombre de choses qu'on vend. J'aime bien prendre cet exemple qui n'est pas du tout adapté, mais ça fait rire mes étudiants. Comme je leur dis, par exemple, si tout le monde achetait des Ferrari, les Ferrari auraient le prix d'une 2 chevaux. Ils savent plus ce que c'est, mais c'est pas grave. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Mais c'est vrai que le marché va dépendre aussi de la production. Plus on produit, moins c'est cher, globalement. Là, il y a des produits qui se mettent en route, notamment des substituants. Je ne vous avais pas parlé de ces choses-là, mais par exemple, l'agriculture utilise énormément de plastique. Ça pose un problème environnemental grave, parce que ces plastiques ne sont pas recyclés, ils sont très souvent brûlés ou, pire, enterrés au bout des champs. Ça a été développé par une société italienne, du plastique qui se biodégrade pour faire du compost, par exemple. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'il n'y a rien à faire, il faut le laisser sur place, ça donne du compost. Pourquoi ce n'est pas utilisé par tout le monde? Parce que c'est cher. Pourquoi c'est cher? Parce que ce n'est pas encore assez développé. C'est comme les ordinateurs, au début qu'on a fait les ordinateurs, au début qu'on a fait les machines à calculer, c'était très cher par rapport à maintenant. Mais plus ça va se développer, plus le prix va être diminué. Je peux faire un commentaire par rapport à ça. Donc, oui. Quand tu regardes comme ça les prix, est-ce qu'on ne compare pas des prix qui ne sont finalement pas comparables? La chimie traditionnelle qui produit tous les problèmes dont tu as parlé, donc l'écotoxicité, etc. Ça, c'est des coûts qui finalement ne sont pas payés au moment quand tu achètes le produit, qui sont payés après. Oui. Donc, si on les rajoutait, est-ce que la chimie dont tu as parlé ne deviendrait pas déjà compétitive financièrement? Vraisemblablement oui, mais comme c'est pas la même personne qui paye, c'est ça le problème. Hein. Parce que notre industrie qui est faite toute une chimie, où je vous ai dit, qui consiste à ajouter de l'oxygène, donc on a développé des installations pour faire des réactions d'oxydation. Si du jour au lendemain on dit à ces gens-là,
c'est fini maintenant. Et vous allez faire des nouveaux réacteurs, vous allez faire des nouvelles installations. C'est l'industriel qui va supporter le poids de ça. Mais lui, il ne supporte pas le poids du traitement de la pollution. Donc, comme ce n'est pas les mêmes personnes qui payent vraiment, quoique maintenant le traitement des déchets, c'est quand même en partie payé par les gens qui les produisent. On estime à peu près que dans le prix de revient d'un produit chimique, 40%, c'est le traitement des rejets. Donc c'est quand même beaucoup. Mais l'investissement qui est demandé est quand même assez lourd. Donc voilà. Mais je pense qu'avec les pressions réglementaires qui sont petit à petit apportées, ça va se déplacer. Mais la technologie est peut-être pas encore assez mûre. Il y a encore beaucoup de développement là-dedans. Merci pour ces précisions. Vous avez d'autres questions? Monsieur. Il y a une chimie qui n'a pas une bonne presse aujourd'hui. C'est toutes celles qu'on retrouve dans l'alimentation en général, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, et j'en passe. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une réflexion qui est faite? Comment trouver autre chose qui soit moins nocif pour l'organisme? Oui, alors on arrive de plus en plus, on a une connaissance maintenant de la toxicité, de l'écotoxicité qui n'était pas complètement prise en compte avant. Donc on mesure ça, cette écotoxicité. Je vous ai montré le pictogramme du poisson mort. Voilà. Ça, c'est récent. C'est cette mesure-là de l'impact sur l'environnement. Donc maintenant qu'on a les outils de mesure, évidemment, on est plus attentif à ça et on le prend en compte. Donc l'autorisation de mise sur le marché, donc ça, c'est pas les chimistes qui la font, mais c'est intégrer le devenir des produits dans l'environnement. On fait ce qu'on appelle des cycles de vie total, c'est-à-dire on va regarder d'où vient le produit de départ, qu'est-ce qu'il va subir, etc., et comment il va terminer. Donc ça, c'est de plus en plus pris en compte. Le gros problème, souvent, c'est pas... On est exposé à un produit qu'on sait peut-être ne pas être toxique. Le gros problème qu'il y a, c'est que maintenant, on est exposé à de multiples produits et qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça donne la combinaison de tous ces produits. C'est ce qu'on appelle l'exposome. C'est l'ensemble des produits auxquels on va être exposé durant notre vie. Et ça, on est encore en train de travailler là-dessus pour vraiment essayer de comprendre ce que ça peut donner. Maintenant, en principe, avant, on était... au début d'une découverte, on est tout feu, tout flamme, on se dit chouette, voilà, c'est comme les voitures au début, ça roulait, c'était formidable, que ça pollue, que ça donne des particules, peu importe, ça transportait, c'était bien, pas d'airbag, tant pis, quoi. Et puis petit à petit, on a commencé à faire attention. La chimie, maintenant, c'était pareil au début. Moi, quand j'ai commencé, on utilisait le benzène, on ne se mettait pas sous une hotte aspirante. C'était c'était bien, c'est un solvant super, ça solubilise tout, on y va gaiement. Maintenant, nos étudiants, on leur apprend, c'est le principe de précaution maximum. On ne sait pas, donc par définition, on fait attention. Par définition. Et pour les produits qu'on fait, effectivement, on intègre ça maintenant. Quelle va être leur toxicité? Et ça, il y a des outils de modélisation qui permettent aussi de le prédire, d'avoir une orientation vers la toxicité. C'est pris en compte. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, je pense qu'on va pouvoir clore et remercier Madame Sherman pour sa présentation. Merci beaucoup. Merci à vous.